En général, on a tous à peu près la même taille de crâne. J'excuserai les dames. Donc, dans une large mesure, la plupart des êtres humains ont assez de matière grise dans leur tête. Tout le monde, à part quelqu'un qui peut être né avec une grave déformation, presque tous les êtres humains ordinaires ont ce qu'il faut pour faire la vie. Mais pourquoi est-ce que le cerveau d'une personne étincelle de génie, le cerveau d'une autre personne étincelle de douleur et de souffrance et de tension et de stress et que sais-je encore? Toutes les choses les plus affreuses que personne ne veut ont lieu dans le mental des gens. Donc, est-il question d'intelligence supérieure? Est-il question d'une influence magique venant de quelque part? Ou est-il question d'apporter l'équilibre nécessaire en vous pour que vous deveniez disponible à la magie de la vie? Une intelligence biaisée, aussi intelligente qu'elle puisse paraître à la périphérie, ne peut pas faire que cette vie ait lieu de façon belle. Par-dessus tout, il faut de l'équilibre. De l'équilibre à tous les niveaux. Autrement, notre propre corps et notre propre cerveau vont fonctionner contre nous, au point que la seule idée ou la seule forme de relaxation aujourd'hui dans le monde, soit leur sommeil, soit la boisson, soit la drogue, tout ce que vous essayez de faire est de ne plus avoir de cerveau pendant un certain temps. Parce que le cerveau est devenu une telle nuisance. Si vous n'en aviez pas un, vous seriez au moins en paix, oui? Ce qui a pris des millions d'années d'évolution à accomplir, aujourd'hui est devenu une nuisance. Ce qui est le plus grand miracle de cette forme humaine est devenu une machine à fabriquer de la souffrance. Il y a beaucoup d'aspects. Je ne veux pas rendre ça trop simpliste, mais par-dessus tout, la chose la plus importante est l'équilibre ou le manque d'équilibre. Donc, ce mécanisme humain qui est l'instrument le plus sophistiqué de la planète, si vous n'y prêtez pas suffisamment attention, s'il se retourne contre vous, il n'y a rien ici dans le monde qui puisse vous sauver, parce que rien n'est plus sophistiqué que celui-ci. Parce que ceci est du plus haut niveau d'évolution et de sophistication. Si ceci se retourne contre vous, personne ne pourra vous sauver. Donc pour que ceci ne se retourne pas contre vous, pour connaître l'intégralité de ce qu'est ceci, ça va nécessiter un certain niveau d'attention, mais pour apporter de l'équilibre à ceci, ça ne demande pas grand-chose. C'est juste que vous faites certaines choses fondamentales complètement de travers. C'est tout. Pour connaître l'intégralité de ce qu'est ceci, c'est beaucoup d'attention, de temps, d'éducation, d'assistance, d'orientation, tant de choses entrent en jeu. Mais pour amener un sens d'équilibre raisonnable en vous, ça ne demande pas grand-chose. Vous vous y prenez fondamentalement mal avec quelques petites choses dans la vie. Quand je dis fondamentalement mal, une chose c'est que, pour que tout le monde comprenne, toute expérience humaine est générée de l'intérieur. Est-ce ainsi? Toute expérience humaine est générée de l'intérieur. Donc à tout moment, si vous vous sentez heureux ou malheureux, misérable, joyeux, extatique, en grande souffrance, peu importe ce qui se passe, quelle est votre expérience, plaisante ou déplaisante,
Juste savoir que ça a lieu de l'intérieur, et ça ne peut avoir lieu que de l'intérieur. Vous pouvez recevoir des stimuli externes, ou vous pouvez créer vos propres stimuli, mais essentiellement, ça a lieu de l'intérieur. Cette seule chose, si elle n'est pas comprise, quand vous vous sentez malheureux, si vous pensez que c'est celui-ci, vous êtes fichu. Vous êtes juste... Le clavier est ici, mais vous frappez le mur. Ça ne va pas marcher. Cette seule chose basique et fondamentale est quelque chose que près de 90% de l'humanité fait toujours mal. Chaque fois qu'ils se sentent malheureux, ils pensent que ça doit être celui-ci ou celle-là ou celui-ci, ou celui-là. Non, toute expérience humaine est générée de l'intérieur. Si quelque chose est ressenti comme désagréable, la première chose est de regarder ça. Qu'est-ce que je fais de travers ici? Est-ce que je mange mal? Est-ce que je dors mal? Suis-je mal assis? Est-ce que je respire mal? Est-ce que mon cœur bat mal? Quelque chose... Ma propre chimie va mal. Quelque chose ne va pas avec ceci, pas avec cela. Donc dès l'instant que vous pensez qu'en frappant le mur vous pouvez réparer celui-ci, vous avez commis une erreur fondamentale. Plus vous essayez, plus vous vous en éloignez. Donc, cette possibilité d'apporter de l'équilibre au système, en premier lieu, est la nature fondamentale du yoga. Les formes les plus basiques de yoga, que ce soit, vous savez, beaucoup d'entre vous pratiquent probablement Nadi Vibhajan, ou Yoga Namaskar, ou Surya Namaskar, ou Surya Kriya. Ce sont toutes des formes basiques de yoga. La première chose est d'apporter l'équilibre. Une fois qu'il y a de l'équilibre, ensuite vous pouvez construire une tour par-dessus ça. S'il n'y a pas d'équilibre, quoi que vous construisiez ne fera que créer plus de problèmes. Plus vous êtes basique, mieux c'est. Donc c'est ce que recherche une grande partie de l'humanité. D'une façon ou d'une autre, restez basique. Parce que si vous construisez quelque chose, c'est une expérience horrible quand il n'y a pas d'équilibre fondamental. Tout ce qui s'élève sans équilibre est un gros problème. Donc le mieux est de s'allonger, de rester près du sol. Si vous devenez grand, ce sera un problème, donc restez au minimum. Toute une partie de l'humanité s'est réduite à la chose la plus petite possible dans leur vie. Si je n'ai pas d'ennui, c'est déjà bien. Toute une partie de l'humanité. C'est un sérieux gaspillage de travail évolutif. Ce qui s'est passé sur cette planète dans les derniers millions d'années, faire évoluer la vie de sa forme la plus simple à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est juste un gaspillage de tout le processus. Et la Terre-Mère ne va pas vous laisser vous en tirer. Vous allez en payer le prix. Si vous essayez de faire repartir la vie en arrière, elle va s'assurer que vous en payez le prix. Donc, au lieu d'essayer de faire ceci, cela, tant de choses, la première chose est de faire quelque chose pour apporter de l'équilibre. La première étape est juste ceci, que tout ce que je génère intérieurement en moi, sous forme d'expériences, de sensations douloureuses, plaisantes, merveilleuses, horribles, quoi que je traverse, est essentiellement généré intérieurement par moi, et personne d'autre que moi. D'autres peuvent aider. Vous savez, d'autres aident. Si vous êtes malheureux, certaines personnes vont l'alimenter et aider. Si vous êtes joyeux, certaines personnes vont alimenter ça et aider. Il y a différents types de gens autour de nous. Ils vous assistent comme ils connaissent leur vie. Mais essentiellement, c'est votre création. C'est l'aspect fondamental du yoga. Le premier enseignement qui est apparu était que c'est votre karma. Ça veut dire que c'est votre création. Votre vie et l'expérience de votre vie sont entièrement votre création. Si cette chose ne pénètre absolument pas en vous, vous n'allez pas faire les changements nécessaires. Vous pensez encore, oui, je sais que c'est mon karma, mais vous savez, mon mari, ce qu'il a fait? Vous ne pouvez pas régler ça. D'abord, vous comprenez, ceci est ma création, entièrement ma création. Dès que vous voyez ça, vous avez la capacité de le changer.
Je le vois, mais... Vous savez ce qu'ils m'ont fait hier? Maintenant, vous ne pouvez pas le changer. Peu importe qui a fait quoi. Ce qui se passe en vous, votre expérience de votre vie, est entièrement votre création. C'est votre karma. Karma ne signifie pas quelque chose qui vous tombe dessus de quelque part. Karma signifie votre action, c'est votre création, c'est votre fait. Donc, si vous réglez juste cette seule chose, créer l'équilibre nécessaire se fera automatiquement. Une fois qu'il y a l'équilibre, alors vous voudrez essayer beaucoup de choses. Autrement, je parle de tant de choses là-haut dans le ciel. Vous ne serez qu'un spectateur. Vous ne serez pas celui qui vole. Vous ne serez qu'un spectateur, parce que quand il n'y a pas d'équilibre, vous ne voulez pas décoller de 5 cm du sol. Donc ceci est une chose fondamentale. On a parlé de ceci de nombreuses façons. Mais si vous voulez utiliser toutes les possibilités, si vous voulez exploiter toutes les possibilités de ce corps, de ce cerveau, de cette possibilité humaine, de cette conscience que nous appelons être humain, alors la première chose est ceci, que vous compreniez et mettiez ça en place en vous absolument, que la qualité de ma vie est entièrement ma création, celle de personne d'autre et personne d'autre. Si vous réglez cette seule chose, l'équilibre viendra. Une fois que l'équilibre est là, j'ai hâte de vous emmener à des endroits où seuls des gens équilibrés peuvent marcher. Les autres ne peuvent pas. Ne rendez pas la vie de vos enfants misérable, en pensant que vous devez leur faire réussir les choses que vous n'avez pas réussies. Vous n'êtes pas un patron, ils ne vous appartiennent pas. Votre enfant a besoin d'un ami, quelqu'un qui s'occupe de lui, quelqu'un qui joue avec lui. Tout le rôle de parent a fortement changé ces 25 dernières années. Probablement que, quand j'étais petit, pas sur moi, mais en général, en tant que génération, les parents avaient entre 60 et 70% d'influence. L'école et les expositions extérieures environ 30%, parce que tu ne rencontrais quasi personne en dehors de tes copains d'école et quelques amis de la famille, c'est à peu près tout. Il n'y avait pas d'exposition comme ça, à part ce que tu lisais et ce que tu pouvais voir quelque part dans un cinéma. Il n'y avait aucune vidéo, nulle part, d'accord? C'est quelque chose de nouveau. Mais cette équation s'est inversée. Aujourd'hui, votre influence sur l'enfant, c'est probablement 25 à 30% maximum. Ils sont influencés par toutes sortes de créatures de partout. Quel genre de créatures, quel est leur but, on ne sait pas. Les professeurs n'ont quasiment aucune influence. Les amis et les voisins n'ont quasiment aucune influence. Quelqu'un d'autre ailleurs a une énorme influence sur eux. Donc, quand c'est comme ça, si vous... Parce que, parmi toutes les personnes du monde, étant une mère, on va supposer que vous avez les meilleures intentions pour votre enfant dans votre cœur. Donc, quand tel est le cas, votre influence devrait être maximale. Mais cela n'aura pas lieu dès que vous pensez « je suis un parent ». Parce que le parent est un fichu patron que personne n'aime. Si votre enfant veut partager quelque chose, il ira le partager avec ses amis. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que leurs amis sont sensés. Les parents sont un peu... Vous savez, ils ne comprennent rien. Ils sont d'un autre monde. Ne faites pas ça. Votre enfant a besoin d'un ami, il n'a pas besoin d'un patron. Allô? Ils n'ont pas besoin d'un patron, ils ont besoin d'un ami. Quelqu'un qui s'occupe d'eux, quelqu'un qui joue avec eux, qui a autant d'enthousiasme pour la vie qu'eux. Oh, je suis un parent. La plupart des parents portent, comme s'ils portaient un lourd fardeau. Oh, mes enfants, il va se passer ça à leur carrière, que va-t-il se passer? Il y a peut-être 32 ou 33 ans, c'est l'un des premiers programmes que j'enseigne, un programme d'ingénierie intérieure à Chennai, et un homme, lors d'une session tôt le matin, il est très inquiet pour l'avenir de sa fille. Et il y a un examen qui approche, et cette fille ne se concentre pas sur ses études. Il se fait beaucoup de soucis pour son avenir, tout ça. Je regarde ce type, il fait plutôt jeune, quel âge peut bien avoir sa fille?
Je lui demande, quel âge a votre fille? Il dit, 4 ans. J'ai dit, sombre crétin, tu ne mérites pas d'avoir un enfant. Une fille de 4 ans, tu es inquiet pour son avenir. Elle ne fait pas ses devoirs, elle ne se concentre pas sur son éducation, elle n'apprend pas ses maths comme il faut. Elle n'obtient que 18, il manque encore 2 points. Ce que je dis, c'est que c'est de la foutaise. Ne rendez pas la vie de vos enfants misérable en pensant que vous devez leur faire réussir les choses que vous n'avez pas réussies. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont là. Il se trouve qu'ils arrivent à travers vous. Ils ne viennent pas de vous. C'est un privilège qu'une autre vie soit arrivée à travers vous. Appréciez toujours ce privilège et voyez ce que vous pouvez faire de mieux. Vous n'êtes pas un patron, ils ne vous appartiennent pas. C'est un grand privilège, une autre vie. Vous avez l'opportunité de vous occuper de la vie depuis son tout début, pour la faire grandir en la cultivant du mieux possible. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est, chez vous, créer une atmosphère où vos enfants ne verront jamais ce qu'est la colère, ce qu'est la frustration, ce qu'est la peur, ce qu'est la jalousie, ce que c'est que se disputer. Ces choses, ils n'en ont jamais été témoins. Ils ont grandi dans une atmosphère de joie et d'amour. C'est tout. Vous n'avez pas à leur enseigner une quelconque stupide philosophie. Ils vont bien grandir. Parce que c'est cette ambiance qui est nécessaire pour qu'une vie se forme. Un certain scientifique, aux États-Unis, travaillait sur l'impact du cannabis sur la conscience humaine. Pendant près de 18 ans, le gouvernement des États-Unis lui a donné 30 kilos de marijuana chaque année pour faire ses expérimentations. 18 ans d'expérimentation n'ont rien de... Donc à la fin des années 80, lorsque la consommation de drogue est devenue problématique, ils ont coupé ce quota de 30 kilos de marijuana qu'ils lui donnaient et ils ont dit « Rien à faire, nous ne savons pas où ils vont, ces 30 kilos, parce que vous n'avez rien fait. » Il a essayé d'expliquer qu'il a fait beaucoup de choses, mais que cela n'a pas encore abouti. Mais ils ont dit « rien à faire » et ont supprimé le quota de marijuana. Donc il s'est installé en Israël. Le gouvernement israélien a examiné son travail et ils ont décidé de les lui donner. Donc ils lui ont donné les mêmes 30 kilos de marijuana pour 6 à 8 ans de plus. Alors, il a trouvé ceci. Il a réussi à produire la preuve que dans le cerveau humain, dans chaque cerveau humain, il y a des millions de récepteurs de cannabis. Donc cette information, qu'en faire? Ils ne savent pas, donc ils l'ont diffusée. Ils l'ont donnée aux anthropologues, ils l'ont donnée aux physiologistes, ils l'ont donnée aux neurologues, ils l'ont donnée à toutes sortes de gens. Il y a des millions de récepteurs de cannabis dans le cerveau humain. Quelle est l'explication? Comment? Pourquoi? Donc les anthropologues ont dit que peut-être, à un moment donné de l'histoire, peut-être que tout le monde se droguait. Ce qui n'est pas possible, car dans de nombreuses régions du monde, cela ne pousse même pas. Donc diverses explications ont vu le jour, rien de sensé n'en est sorti. Puis les neurologues, après environ 2 ans et demi à examiner la question à divers niveaux, ils ont dit, quand l'être humain est dans un certain état d'expérience, le système humain lui-même produit les composants chimiques nécessaires qu'il attend. Donc, ces millions de récepteurs de cannabis attendent que vous en produisiez. Ceux qui n'ont pas pu en produire ont essayé d'en apporter de l'extérieur et ont endommagé le système. Regardez-moi, je suis toujours en extase. Regardez-moi dans les yeux, je suis stone. Je n'ai jamais pris de substance, mais toujours stone, parce que le système lui-même produit cela. Donc, en Inde, dans les systèmes yogiques, ils se sont énormément intéressés à la glande pinéale, vous savez. Vous connaissez la glande pinéale? Pendant longtemps,
la médecine moderne l'a presque ignoré. Ils ont dit, il y a tant de choses dans ce corps dont on ne se soucie pas, parce que cela ne concerne pas les problèmes de santé quotidiens. Aujourd'hui, ils en sont arrivés là. Ils commencent à dire que si les sécrétions de la glande pinéale sont actives, si elles sont actives, vous n'aurez pas de saute d'humeur. Ce n'est pas le sujet. Il y a tout un système de yoga pour activer la glande pinéale. Si vous l'activez et qu'elle génère une quantité suffisante de sécrétions, vous serez en extase à chaque instant de votre vie. Chaque cellule de votre corps va simplement pétiller à chaque instant. Maintenant, quand vous êtes comme ça, que vous mangiez ou ne mangiez pas, que vous dormiez ou ne dormiez pas, rien n'a d'importance, parce que vous êtes en extase. Dans cet état, tout se fait sans effort. Rien n'a d'importance. Vous pouvez fonctionner à votre maximum parce que vous ne pouvez effectivement utiliser votre corps et votre mental à leur maximum, il y a suffisamment de preuves médicales à ce sujet, que lorsque vous êtes dans un état de ravissement. Autrement, vous ne pouvez pas utiliser votre corps, vous ne pouvez pas utiliser votre mental à leur maximum. À la fois ce corps et ce mental, vous ne pouvez explorer le plein potentiel de ce qu'ils sont que lorsque vous êtes dans un état continu de ravissement en vous. Autrement, vous êtes de vous-même un fichu problème. En permanence, vous êtes un problème de vous-même. Ça ne marche pas. Donc, quel que soit l'effort qu'un être humain fasse, qu'il aille au temple, au bar, qu'il veuille aller au paradis, c'est tout l'effort, n'est-ce pas? N'est-ce pas tout l'effort? Il veut que quelque chose de plus grand que ce qui a lieu maintenant lui arrive. N'est-ce pas? N'est-ce pas la raison pour laquelle il boit, pour laquelle il prie, pour laquelle il se drogue et pour laquelle il pense qu'il veut aller au paradis? Il veut que quelque chose de plus ait lieu, n'est-ce pas? Regardez cela simplement, quelque chose de plus n'aura lieu que si votre perception est améliorée, pas autrement. N'est-ce pas ainsi? Donc tout le système du yoga vise seulement à améliorer votre perception. Si votre perception est améliorée, vous n'avez pas à chercher quelque chose de plus. Ça a lieu, dans de telles proportions, que vous devez apprendre à le gérer. De grandes choses vont avoir lieu. Namaskaram Sadhguru. Alors j'aimerais connaître la vérité sur la renaissance et la réincarnation. Dans un de mes films, je joue un personnage qui renaît avec les mêmes traits. Est-ce que c'est vraiment possible? Namaskaram Kajal. Lorsque vous dites renaissance, essentiellement vous demandez ce qui se passe après la mort. Eh bien, certaines choses, la meilleure façon de les connaître, c'est d'en faire l'expérience. Je suis sûr que vous n'êtes pas prête pour cela. Et je ne veux pas non plus que vous alliez dans cette direction. Si je vous dis, la réincarnation existe, quelles sont les options que vous avez? Y croire ou ne pas y croire? N'est-ce pas? Si vous croyez ce que je dis, vous avez juste une histoire fantaisiste à vous raconter. Si vous n'y croyez pas, vous avez quelque chose à réfuter. Dans les deux cas, ça ne produira que du divertissement. Rien d'autre ne se produira, n'est-ce pas? Si vous voulez vraiment savoir, vous devez en avoir la volonté. Si vous avez la volonté de vous y employer, il y a un moyen de savoir. Dans ma vie, c'est une réalité bien vivante. Les 3 dernières vies, pour moi, sont au même endroit, le même travail, dans une certaine mesure, les mêmes personnes. Jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans votre expérience, vous ne devriez pas croire ces non-sens. Ne croyez rien, ne réfutez rien, mais si vous prêtez simplement attention à vous-même, vous pouvez voir que le corps que vous avez est quelque chose que vous avez lentement accumulé. Donc le corps que vous avez est une partie de cette planète en fait. Le mental que vous avez est un tas d'impressions que vous avez rassemblées. Alors qu'est-ce que c'est qui accumule ce tas de nourriture et ce tas d'informations que sont le mental et le corps? Cette dimension est au-delà de la naissance et de la renaissance. Vous allez peut-être à nouveau accumuler un autre corps,
et un autre mental, mais essentiellement, la vie en tant que telle reste la même chose. Donc, quand il s'agit de la vie, vous devez comprendre, il y a quelque chose qui s'appelle mon corps et ton corps, il y a quelque chose qui s'appelle mon esprit et ton esprit, mais il n'y a rien de tel que ma vie et ta vie. La vie n'est qu'un événement cosmique. Ce cosmos est vivant. La quantité de vie que vous capturez déterminera l'ampleur de votre vie. Quelle est la portée et l'étendue de votre vie dépendra simplement de la quantité de vie que vous avez capturée en vous. Toute la science du yoga ne concerne que cela. Comment rendre cette vie super enrichie, de sorte que la portée et l'étendue de cette vie soient aussi grandes que possible. Ma prochaine question porte à nouveau sur l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Lorsque... Et qu'est-ce qui se passe ici? Quand les gens disent qu'ils sont amoureux, ils pensent qu'ils sont dans un amour inconditionnel. Mais pourtant, dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Ça ne conduit pas au bonheur. Alors Sadhguru, quand l'amour inconditionnel est-il vraiment possible? Quand vous dites amour, votre expérience de l'amour, c'est que vous ressentez une certaine émotion douce en vous-même. Ça peut être en regardant cette personne ou cette personne ou cette personne. Nous ne savons pas qui stimule cela en vous. Peu importe qui vous a aidé, mais essentiellement ça a eu lieu en vous, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça a eu lieu en vous seulement ou c'était dans l'air? J'essaie d'éclaircir cet air. Une combinaison des deux. Vraiment? C'était dans l'air? Non, ça n'a eu lieu qu'en vous. Peut-être que ce qui avait lieu en vous était si exubérant que vous l'avez vu partout. Vous êtes amoureux, vous avez pensé que les fleurs ont fleuri pour vous, que les oiseaux chantent pour vous, que les nuages se déplacent pour vous. Très bien. Je ne veux pas détruire toute la romance, d'accord? Mais essentiellement, ça a lieu en vous. C'est merveilleux que vous éprouviez une telle douceur de vos émotions, stimulées par quelqu'un. Vous utilisez l'autre personne comme une clé pour déclencher une expérience en vous, essentiellement. Je vous le demande. Pourquoi utiliser une clé quand il n'y a pas de serrure, quand il n'y a pas de porte, quand il n'y a aucune sorte de barrière? C'est juste que vous êtes une machine à démarrage assisté. Vous savez ce qu'est une machine à démarrage assisté? Si vous possédiez une Ambassador, il y a 25 ans, vous la gariez toujours sur une pente comme ceci, parce que le matin, 2 personnes doivent la pousser. Vous la garez comme ceci, personne ne viendra, votre famille ne sortira pas de la maison. Si elle est comme ça, quelqu'un va venir la pousser. Maintenant, toutes les voitures démarrent d'elles-mêmes. Beaucoup d'entre elles démarrent à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la technologie est améliorée. Vous êtes un institut de technologie, d'accord? Je vous le demande, aimeriez-vous mettre à jour votre technologie pour démarrer de vous-même? Si vous vous réveillez le matin, vous débordez de joie et d'amour et d'exubérance de vous-même. Vous n'avez besoin de personne pour vous stimuler. Aimeriez-vous être une machine à démarrage automatique? À coup sûr, Sadhguru. Alors vous devez venir me voir. Ceux qui en ce moment pratiquent l'amour dans l'air, pas de problème avec eux, vous n'avez pas à leur dire quoi que ce soit, vous dites d'accord, c'est bien. Mais il est très important que vous soyez une machine à démarrage automatique, autrement, au bout d'un certain temps, vous essayez d'extraire du bonheur de l'autre personne. C'est à ce moment-là que ces histoires d'amour deviennent pénibles et horribles. Parce que vous essayez d'extraire du bonheur de l'autre personne. Non? La vie devrait être comme ça. Quand il s'agit de joie, quand il s'agit d'amour, quand il s'agit d'exubérance de la vie, vous devez en être la source, n'est-ce pas? Vous devez en être la source. Et d'autres choses sont partagées dans la vie. Il y a 2 façons de s'engager dans une relation. La première, c'est parce que vous voulez extraire quelque chose de quelqu'un. L'autre, c'est parce que vous voulez partager quelque chose avec quelqu'un. Ce sont 2 façons possibles. Si vous êtes là pour partager,
votre vie sera agréable. Si vous êtes là pour extraire, quand ils vont fermer le robinet, ça va devenir horrible et moche. Vous avez vu les gens qui pensaient être de très grands amoureux, à quel point ça devient terrible pour beaucoup d'entre eux. Pas parce que quelque chose cloche chez eux, simplement parce que vous êtes parti du mauvais pied, en pensant « cette personne est la source de ma joie ». Non. Joie ou souffrance, la source est en vous, oui ou non? Que ce soit la joie ou la souffrance, la source est en vous. C'est à vous de décider. Si vous êtes un être humain joyeux, ils vont aussi vouloir être avec vous. Si vous êtes souffrance, ils vont vous supporter un certain temps. Je peux vous raconter une blague, vous êtes d'accord? Je vous en prie, Sadhguru. Un certain jour, Shankaran Pillai se promenait le soir dans un parc. Au coucher du soleil, il aperçoit une jeune et jolie femme, assise sur un banc en pierre. Vous connaissez les bancs du parc? Il va lui aussi s'asseoir. Il s'installe sur le même banc. Après un certain temps, il se rapproche un peu. Elle s'éloigne un peu. Il laisse passer quelques minutes et à nouveau s'approche un peu. Elle s'éloigne un peu. À nouveau, il s'approche. Maintenant, elle n'a nulle part où aller, parce qu'elle est au bout du banc. Elle le repousse. Alors il attend 2 minutes, juste pour que le soleil atteigne le bon angle. Puis il se met à genoux et dit, « Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne de ma vie. » Vous savez qu'une femme se laisse duper par l'amour. Et le soleil se couchait. Si ça avait eu lieu au milieu de l'après-midi, elle n'en aurait pas cru un mot. Le soleil se couchait, l'ambiance était propice, et elle a cédé en quelque sorte. La nature a pris le dessus, des choses se sont passées entre eux. Alors il regarde sa montre, il est 8 heures du soir. Il se lève et dit, « Je dois y aller, je dois y aller. » Elle lui dit, « Où allez-vous? Vous avez dit que vous m'aimiez. » Il dit, « Ma femme m'attend, je dois y aller. » Donc, je vous aime pour bon nombre de gens, et comme ça, vous savez, Sésame, ouvre-toi. Vous voulez obtenir quelque chose? Vos besoins sont peut-être physiques, psychologiques, émotionnels, financiers, sociaux, ou on ne sait quoi d'autre. Vous avez des besoins à satisfaire. Alors vous utilisez ce mantra, et ça marche. Une fois sur 2, ça marche. D'accord? Ce que je dis, c'est qu'il est important que vous connaissiez la joie d'être aimant. Parce que des émotions douces sont nécessaires pour vous. Si vous voulez faire de très grands pas dans votre vie, si vous n'avez pas la douceur de l'amour dans votre cœur, croyez-moi, si vous essayez de faire de grands pas dans le monde, en particulier en Inde, vous allez finir frustré et partir au Canada. Au Canada, on ne rencontre que des orignaux, dans la plus grande partie du pays, donc tout va bien. Est-ce un marché entre vous et ces gens? Voyez, regardez ça comme ça. Parce que vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que veulent tous ces gens. Regardez-vous. En ce moment, vous pensez que vous voulez devenir ingénieur. Disons que là maintenant, je fais de vous un ingénieur à cet instant. Ensuite, vous pensez que vous avez besoin d'un boulot. Je vous obtiens un boulot. Ensuite, vous pensez que vous avez besoin d'une promotion, je vous l'obtiens. Ensuite, vous pensez que vous avez besoin d'une récompense, je vous l'obtiens. Ensuite, vous pensez que vous avez besoin de richesse, je vous l'obtiens là maintenant. Tout ce dont vous pouvez rêver, je vous l'obtiens là maintenant. Que voulez-vous maintenant? Je peux faire ça pour vous. Disons que je veux un boulot. Justement, je cherchais du boulot en ce moment. Oui. Maintenant, on regarde la fin du jeu, d'accord? Vous avez obtenu tout ce que vous vouliez là maintenant.
Des choses que vous pouvez imaginer, des choses que vous ne pouvez même pas imaginer là maintenant. Vous avez tout obtenu maintenant. Que voulez-vous maintenant? Je ne saurais pas quoi faire. Regardez juste ça. Quand vous dites cela, ça veut dire que tout ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous recherchez, ce sont des galères. Pour obtenir un boulot, ça doit prendre 3 ans, puis vous allez vous sentir « Waouh, j'ai un travail ». Regardez tous les gens qui ont de bons boulots. Regardez les marchés dans la rue. Est-ce qu'ils y vont dans la félicité, débordant d'extase? Allô? Des gens malheureux. Ils font de l'hypertension en allant au travail. Ils attrapent toutes sortes de maladies, ils pètent les plombs. Oui? Donc, qu'est-ce que vous voulez? Y a-t-il une fille ici? Que voulez-vous? Je ne sais plus. C'est bien. Je ne sais pas. Ça me plaît. Parce qu'en vrai, vous ne savez pas. Tout le monde n'arrête pas de se mentir à chaque étape de sa vie. En pensant « je veux devenir ingénieur, je veux devenir ingénieur », ça va vous tenir occupé pendant 5-7 ans. Ensuite, je veux un travail, ça vous tient occupé pendant encore 1 ou 2 ans. Ensuite, je veux ce type de travail-ci, ce type de travail-là, ça vous tient occupé pendant encore 8 ou 10 ans. Je veux tant d'argent, tant de richesse, ça vous tient occupé pendant encore 25 ans. Je veux ce genre de fille, ce genre de fille, ce genre de garçon. Ça va vous tenir occupé pendant quelques années. Ensuite, les enfants vont arriver. Je veux que mon enfant devienne ça, ça, ça. Eh bien, on se prépare pour vos funérailles. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez juste besoin de comprendre cela. Là maintenant, vous donnez peut-être toutes sortes de contextes à votre vie. Mais essentiellement, ce que vous appelez ma vie, là maintenant, est juste une certaine combinaison de temps et d'énergie. Oui? Pendant que vous êtes assis ici, le temps file pour nous tous. Pouvez-vous le rembobiner? Vous êtes ingénieur. Pouvez-vous le rembobiner? Hier n'a pas été fructueux, donc je vais le rembobiner. Le pouvez-vous? Il file pour nous tous. Pendant que nous sommes assis ici, ce qui fait tic-tac ici, ce n'est pas l'horloge. Ce qui fait tic-tac, c'est notre vie, n'est-ce pas? Depuis qu'on s'est assis ici, vous vous êtes rapproché de 30 minutes de votre tombe. Peu importe à quel point vous êtes jeune, vous vous dirigez vers là. Oui ou non? Donc c'est une certaine quantité de temps. Et ce temps, personne ne peut le gérer, parce qu'il file au même rythme pour tout le monde. Vous faites quelque chose, vous ne faites rien, vous dormez, vous êtes réveillé. Vous êtes heureux, vous êtes malheureux, faites tout ce que vous voulez. Il continue simplement à filer sans pitié, n'est-ce pas? Donc il y a une énergie que vous appelez vie. Celle-ci, vous pouvez la calibrer à différents niveaux. Si vous êtes comme ça. Je parle de l'expression en salle de cours, vous savez. Si vous êtes comme ça, 24 heures semblent être un millier d'années. Mais avez-vous remarqué qu'un jour en particulier, où vous êtes très heureux, 24 heures s'écoulent comme un instant? Oui ou non? Donc, le temps est une expérience très relative dans les expériences subjectives des individus. Si vous êtes joyeux, si vous vivez 100 ans, ça semble être quelques instants. C'est passé. Seuls les gens malheureux auront une longue vie. Parce que si vous êtes malheureux, vous aurez toujours l'impression que la vie est trop longue, que vous voudriez l'écourter. Mais si vous êtes joyeux, la possibilité que représente un être humain
Avant même que vous ne regardiez autour, c'est fini. Vraiment, pour la possibilité que cela représente. Donc, ce que vous devez gérer, ce sont vos énergies. Parce que la vie est une certaine quantité d'énergie. Ce n'est pas illimité, mais ça peut être amélioré. Si vous fonctionnez à un certain niveau d'énergie, ce que vous faites en 10 ans, si vous fonctionnez à un niveau différent d'énergie, la même chose, vous pouvez la faire en 1 an. Donc, si les deux personnes vivent 100 ans, en termes d'impact et de profondeur d'expérience, l'un aura vécu pendant 1000 ans, l'autre aura vécu 100 malheureuses années. Donc, c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous pensez peut-être là maintenant, ingénieur, ceci, cela, ce ne sont tous que des contextes limités que vous fixez pour vous-même. Fondamentalement, en tant que vie, ce n'est que temps et énergie, n'est-ce pas? La question est ce que vous en faites. Vous voulez en faire quelque chose, il n'y a pas d'obligation à ce que vous en fassiez quelque chose. Quand je dis en faire quelque chose, ce n'est pas d'un phénomène social dont je parle. Ce que vous devriez devenir dans la société, ce n'est pas ça dont je parle. Fondamentalement, la raison pour laquelle vous êtes venu ici, en tant que vie, est que vous voulez faire l'expérience de la vie. La question est, avec quelle profondeur? Là maintenant, si les gens veulent faire l'expérience de la vie, de quoi font-ils l'expérience? Ils vont expérimenter, pas ceci, cela. Oui, je sais, je vous connais les gars. Ou ils vont faire l'expérience de cela, ou faire l'expérience de quelque chose d'autre. Ce dont ils vont faire l'expérience, c'est la façon de réduire vos facultés. Vous savez, les États-Unis ont rendu la marijuana légale dans quelques États. Donc, quand je suis allé dans quelques collèges et universités, ils m'ont demandé, Sadhguru, pourquoi ne vous lancez-vous pas? Quelqu'un comme vous doit légaliser la marijuana pour nous. J'ai dit, pas de problème, on va rendre la marijuana légale, la cocaïne légale, la meth légale, quel est le problème? Pas de problème. La seule chose, c'est, pourquoi voulez-vous que ce soit légal? Comme ça, vous pouvez fumer et venir au collège, d'accord? C'est bien. Mais disons que vous voulez voler dans un petit avion. Le pilote vient défoncer. Vous voulez voler avec lui? Parce que le gars plane déjà sans avion. D'accord, vous ne saisissez pas le message. Vous avez besoin d'une grosse opération et le chirurgien vient défoncer. Vous voulez l'opération? Oh non! Alors vous comprenez clairement que ça diminue vos facultés. Je veux que vous tous regardiez cela. Est-ce que vous pensez que vous pouvez améliorer la vie en diminuant vos facultés? Allô? Si vous voulez améliorer cette vie, vous devez vraiment améliorer vos facultés. C'est le seul et unique moyen dont vous pouvez améliorer cette vie. Vous ne pouvez pas diminuer vos facultés et penser que votre vie s'améliore. Quel genre de stupidité est-ce cela? Simplement parce que ça vous rend un peu comme ça? Je peux vous rendre comme ça, tout le temps. Comment ça? Pas de substance, je suis toujours comme ça. Regardez mes yeux, je suis défoncé. Oui. Jamais touché de substance, mais complètement défoncé tout le temps. Parce que je veux que vous compreniez cela. La meilleure usine chimique de la planète est ici. Si vous êtes un bon gestionnaire de cela, vous pouvez créer de l'intérieur n'importe quelle expérience que vous voulez et aussi augmenter vos facultés. Si vous avez une expérience, même pour faire l'expérience de cela, vos facultés devraient être augmentées, n'est-ce pas? Est-ce la meilleure usine chimique de la planète la plus sophistiquée? Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des ingénieurs en chimie? Est-ce qu'il y a des ingénieurs en chimie? Donc je vous demande, comment gérez-vous votre système? Qu'avez-vous fait? On vous a donné une machine si sophistiquée. Avez-vous lu le manuel d'utilisateur au moins? Non.
Faire ça à l'aveugle et ensuite vous pensez que consommer quelque chose va améliorer ça? Non. Croyez-moi, le seul et unique moyen dont vous pouvez améliorer cette vie est que vos facultés soient extrêmement brillantes. La façon dont vous voyez, vous entendez, vous sentez, vous goûtez, vous touchez, si cela est amélioré, la vie est-elle améliorée de bien des façons? Il y a bien plus à cela, mais je ne parle que d'après ce que vous savez, d'après votre expérience. Imaginez que vous pouviez voir 2 fois mieux que quelqu'un assis à côté de vous. Votre vie est-elle améliorée? Si vous pouviez mieux goûter que les autres, la vie est-elle améliorée? Si vous pouviez vous sentir mieux, la vie est-elle améliorée? Si vous pouviez mieux entendre, la vie est-elle améliorée? À ce niveau, vous comprenez cela. Mais il y a beaucoup d'autres dimensions aux facultés humaines. Si vous améliorez ça, si vous vous asseyez ici, vous allez être en état de félicité. Simplement en vous asseyant ici, vous n'allez plus vouloir consommer quoi que ce soit parce que juste s'asseoir ici sera la meilleure expérience de votre vie. Donc comment ce serait à la fin du jeu? Si vous aviez tout, que voudriez-vous? Si vous aviez tout ce dont vous pouvez rêver, que tout soit juste ici, que voudriez-vous? Vous devez y penser, n'est-ce pas? Je ne vais pas fournir une réponse. Si vous n'investissez pas ce niveau de pensée dans votre vie, ça veut dire que vous avez une vision à très court terme. Allô? Ceci est arrivé à Gautama le Bouddha. Vous avez entendu parler de Gautama, le Bouddha? À cause d'une prédiction astrologique que son père avait entendue selon laquelle il pouvait soit devenir un grand empereur, soit un grand sage. Et il voulait qu'il devienne un grand empereur. Il a protégé ce garçon et l'a mis dans un palais séparé où tout est luxueux. Tout ce dont vous pouvez rêver, tout y est. Il l'a marié à une très jolie jeune femme, tout est parfait. Il ne devait voir aucune souffrance. Mais un jour, il est juste sorti. Il a vu un vieil homme et a demandé « Pourquoi cet homme est-il comme ça ?» Vous savez, son chauffeur ou son conducteur de chariot a dit « Oh, tout le monde devient comme ça après un certain temps. » Il a dit « Quoi? Moi? Je suis un jeune prince, vais-je devenir comme ça ?» Il a dit « Oui, tout le monde va devenir comme ça. » Ça l'a choqué. Puis il a vu un homme qui souffrait d'une sorte de maladie, d'une pathologie. Il a dit « Pourquoi cet homme est-il comme ça ?» Il a dit « Ça va arriver à beaucoup de gens. Qui ça va toucher? Il n'y a pas de prédiction. N'importe qui peut tomber malade. » La plupart des gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça peut nous arriver. Allô? Et puis il a vu un enterrement, un cadavre. Qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est inévitable, tout le monde va mourir. Est-ce que vous savez aussi? Vous allez aussi mourir? Non, parce que la plupart des gens pensent que ce sont les autres qui meurent. Non, intellectuellement, ils savent, mais pensent qu'ils existent pour toujours. En ce moment, vous devez être conscient, vous êtes mortel. Mortel veut dire que vous avez une quantité limitée de temps et d'énergie. Si vous êtes toujours conscient de cela, la façon dont vous organisez votre temps et votre énergie, vous en décidez. Si vous en êtes conscient. Si vous pensez que vous êtes un super être humain, que vous n'allez pas mourir, les autres vont mourir, tout le meilleur. Ça va arriver. Vous pouvez le réaliser sur votre lit de mort et mourir. Voyez, les gens peuvent penser que c'est extrême, mais vous devez aller faire du bénévolat dans un hospice ou dans un service hospitalier où les gens meurent. Et vous devez voir. C'est très important. Très très important. Alors seulement vous devenez sensible à la vie. La vie devient très précieuse parce que vous savez, ce n'est que pour une durée de temps limitée. Si vous voyez ça, malheureusement aujourd'hui dans le monde, pour plus de 80% des gens, quand vient le dernier moment, quand ils meurent, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas de douleur, ils n'ont pas autre chose, ils sont juste désemparés. Un regard de désarroi apparaît.
Parce que toute leur vie, ils ont juste vécu leurs pensées et leurs émotions. Ils n'ont jamais vécu une vie. C'est important. Vous devez comprendre, il y a une réalité psychologique dans votre tête. Et il y a une réalité existentielle qui est la vie. La plupart des gens considèrent à tort leur réalité psychologique comme étant existentielle. Vos pensées et émotions sont devenues plus importantes que le cosmos, n'est-ce pas? Allô? Ce que vous pensez, les bêtises que vous pensez et ressentez, sont-elles devenues plus importantes que l'univers ou pas? Ça veut dire que vous rendez votre création plus importante que la création plus large. Ça veut dire que vous devez souffrir. Si vous ne souffrez pas, je serai déçu. Oui, je le serai. Parce que si votre ignorance ne vous fait pas souffrir, alors quoi? Alors à quoi je sers? Parce qu'il en faut beaucoup pour sortir de ce piège. À quoi ça sert que quelqu'un s'efforce de sortir de ce piège d'ignorance? Quand les personnes peuvent vivre merveilleusement dans leur ignorance, quel est le but? À quoi sert la connaissance? À quoi sert de savoir? À quoi sert l'éveil? À quoi sert la réalisation? Si les gens peuvent vivre en félicité absolue dans leur ignorance, quel est le but? Lorsque vous êtes ignorant, vous devez souffrir. Et je veux que vous sachiez, le plus grand mal sur Terre, en ce moment, n'est pas le mal, c'est l'ignorance. Si seulement on pouvait traverser les périodes difficiles avec une grâce intérieure, chaque situation à laquelle on est confronté pourrait être une opportunité pour améliorer nos vies. Quand il y a des moments pleins de défis ou des moments difficiles auxquels on est confronté, essentiellement, il s'agit de situations auxquelles on n'est pas habitué. Des situations auxquelles on n'est pas habitué, cela veut dire que l'on traverse un terrain qui ne nous est pas familier. C'est le meilleur moment pour devenir plus conscient. C'est le meilleur moment pour devenir plus fort. C'est comme si vous nagiez à contre-courant. À ce moment-là, vous devenez définitivement plus fort. Ce n'est pas le moment de sombrer dans le désespoir, la frustration ou la peur. C'est le moment de relever joyeusement le défi de manière à ce qu'il fasse de vous un être humain plus fort et meilleur que celui que vous étiez avant ces défis. S'il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'aventure. S'il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas d'enthousiasme. S'il n'y a pas d'enthousiasme, il est possible que l'ennui vous tue. Alors ne laissez pas cela vous arriver, c'est très très important. Les périodes difficiles sont les meilleurs moments pour montrer qui l'on est, ce dont on est capable, à la fois à travers nos actes et à travers notre façon d'être. Notre humanité devrait déborder dans les moments difficiles. Dans ces moments de défi, on doit se dresser et devenir plus grand que ce que l'on était avant ça. On doit se dresser comme un arbre qui procure de l'ombre à des centaines de personnes. Chacun d'entre vous, si vous vous dressez comme ça, vous verrez, il n'y a pas de défi, c'est juste une autre situation que l'on va gérer au mieux de nos capacités. Et surtout, gérer avec grâce, avec joie, pour que la situation nous mûrisse et fasse de nous de meilleurs êtres humains. Il y a des preuves médicales et scientifiques aujourd'hui que si vous êtes dans un état agréable pendant 24 heures, sans un instant d'anxiété, d'irritation, d'agitation, si vous êtes juste extatique pendant 24 heures, votre intellect, l'acuité de votre intellect peut augmenter jusqu'à 100%. Vraiment? Oui, votre corps et votre mental fonctionnent bien mieux.
Médicalement, scientifiquement, on peut le prouver aujourd'hui. Vos analyses de sang vont changer, tout chez vous va changer, si vous restez simplement très joyeux pendant 24 heures. Comment y arrive-t-on? Est-ce qu'on médite? On fait du yoga? On fait quoi? Comment y arrive-t-on? Je ne voudrais pas utiliser le mot yoga parce que quand je vois le yoga que les gens pratiquent en Occident, en particulier en Amérique, Ce n'est pas bon? ça me fait peur. Pourquoi? Parce que c'est une technologie très subtile. Ce n'est pas de l'exercice. Les gens pensent que c'est de l'exercice. Si vous voulez juste rester en forme, jouez au tennis, nager, grimper une montagne, vous serez en forme. Vous n'avez pas besoin de faire du yoga pour ça. Voyez, le système du yoga est une science profonde pour aligner la géométrie de votre corps à la géométrie cosmique. Quand je dis aligner la géométrie de votre corps à la géométrie cosmique, ce que l'on doit comprendre, c'est que le système solaire fonctionne comme un tour de potier pour générer ce corps. L'Adi-yogi, le premier yogi, il y a plus de 15 000 ans, a dit ceci: à moins que le corps humain n'évolue davantage, il n'y a pas d'autre moyen. Et le corps humain ne peut pas évoluer davantage, à moins qu'il n'y ait des changements fondamentaux dans le système solaire ou dans la disposition des planètes. Aujourd'hui, les neurologues modernes disent quelque chose de très similaire. C'est troublant qu'ils disent quelque chose de très similaire 15 000 ans plus tard. La grande question que beaucoup de gens posent, c'est le cerveau humain peut-il évoluer davantage? Donc maintenant, ils disent que les lois physiques, pas les principes neurologiques, les lois physiques ne vont pas permettre au cerveau humain d'évoluer davantage. Parce que la seule façon dont il peut évoluer, c'est vous pouvez augmenter la taille des neurones ou le nombre de neurones dans le cerveau. Si vous augmentez la taille des neurones, la puissance qu'ils vont consommer, la quantité d'énergie dont ils vont avoir besoin, va trop fatiguer le corps. Même maintenant, pendant que vous êtes assis ici au repos, 20% de votre énergie est consommée par le cerveau. C'est une très petite partie. Il consomme 20% de votre énergie en ce moment. 80% sont consommés par le reste du corps. Vous avez vu que quand quelqu'un se fait beaucoup de soucis, il perd du poids? C'est vrai, c'est mon cas. Vraiment. Donc un tas de gens sont minces, peut-être pas parce qu'ils font de l'exercice, ils sont juste soucieux. Donc, si vous augmentez la taille des neurones, les lois physiques ne vont pas le permettre. Et si vous augmentez le nombre de neurones, vous allez perdre votre clarté. Donc ils disent qu'à cause des lois physiques, les lois physiques, essentiellement, sont une conséquence de la façon dont la planète se déplace, par rapport au Soleil et aux autres planètes. Donc, à moins que les lois physiques ne changent, ce qui veut dire qu'à moins que des changements drastiques n'aient lieu dans le système solaire, le cerveau humain ne peut pas évoluer davantage. C'est de la neurologie moderne. Ceci, Adi-yogi l'a dit il y a 15 000 ans, que à moins que des changements fondamentaux n'aient lieu dans le système solaire, le corps humain ne peut plus évoluer. Vous ne pouvez le faire que comme ça. Il a dit, vous pouvez seulement apprendre à l'utiliser de mieux en mieux, mais vous ne pouvez pas le faire évoluer davantage. Quand on dit santé, si quelqu'un dit que vous n'avez aucune maladie, ça ne veut pas dire que vous êtes en bonne santé. Quand vous vous réveillez le matin, vous sentez-vous vivant et dynamique? Ou non? Le mot santé vient du mot entier. Vous devez avoir un certain sentiment de plénitude du corps, du mental, des énergies et de la nature fondamentale de votre existence. Si toutes ces choses sont alignées, maintenant, quand vous vous réveillez le matin, vous vous sentez comme si vous veniez de naître. Si cela vous arrive, ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Une chose simple que vous tous pouvez faire, c'est juste de manger 40 à 50% de la nourriture sous forme crue. C'est-à-dire qu'elle est vivante. La cellule doit être en vie. Ça peut être un légume, ça peut être un fruit, ça peut être un fruit à coque, ça peut être une graine germée. Au moins 40 à 50%. La nourriture que vous mangez doit être en vie. Vous mangez de la nourriture morte et vous voulez vivre? C'est une chose un peu difficile à faire parce que vous devez ressusciter les morts maintenant. Quand vous cuisez la nourriture, pour digérer la nourriture, tous les ingrédients nécessaires à la digestion ne sont pas dans le corps seul. La nourriture aussi apporte ses enzymes.
Quand vous cuisez la nourriture, vous détruisez en grande partie ces enzymes. Moins les enzymes quand vous mangez. Maintenant, le corps doit se démener pour reconstruire cette partie qui a été détruite, et ensuite seulement il peut digérer. Normalement, la première heure, heure et demie après avoir mangé, ça a tendance à abattre le corps. Après cela, lentement, il récupère. Avez-vous remarqué cela? Donc la nourriture, c'est pour l'énergie, mais nous rendons la nourriture telle qu'elle enlève de l'énergie dans la première heure et demie. Seulement après ça, lentement, ça revient. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la qualité de votre processus digestif, vous ne pouvez tout de même jamais reconstituer toutes les enzymes qu'on a détruites en cuisinant. On peut le faire en partie seul. Si votre processus digestif est très fort et bon, vous reconstituez environ 40 à 50% de ce qui a été détruit. Si c'est une digestion du genre un peu timide, c'est beaucoup moins. Donc, dans tous les cas, si vous mangez des aliments cuits, 50 à 60% de la nourriture que vous mangez est généralement gaspillée. Mais le corps doit quand même la traiter. Et la quantité d'énergie qu'il dépense et le traumatisme qu'il subit sont très importants. La nourriture signifie beaucoup de choses pour beaucoup de gens, mais essentiellement pour le corps, c'est le carburant. Si vous mettez le bon type de carburant, ce corps fonctionnera d'une certaine manière. Si vous mettez le mauvais type de carburant, d'une manière ou d'une autre, il va gérer. Je ne vous dis pas mangez comme ceci, mangez comme ça, faites juste l'expérience et voyez. D'accord? Faites juste l'expérience et voyez. Ce soir, au lieu de manger je ne sais quelle nourriture cuite, mangez juste des fruits et voyez. Demain matin, vous n'aurez pas besoin de réveil. Vous allez vous réveiller avant le réveil. Et vous verrez, tous ces yeux ne seront pas collants comme ça, vous vous réveillez instantanément, vous êtes lucide et alerte. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire d'être totalement à l'aise dans leur corps. 95% des gens ne connaissent pas ceci, malheureusement. Parce que vous mettez le mauvais type de carburant. Vous pouvez maintenir ce corps comme une brise. Simplement, il vous devance. Vous n'avez pas à le traîner où que vous alliez. Il doit flotter devant vous. Vous pouvez le faire, juste en mettant le bon type de carburant. Bien. Je pense que la plupart d'entre vous sont probablement mieux informés que moi sur les dernières nouvelles sur le corona. Parce que vous devez être scotchés aux informations en ligne et aux téléviseurs. Et beaucoup d'entre vous deviennent experts en virologie, lire toutes sortes de choses sur le virus. Eh bien, si la virologie vous intéresse, ce n'est pas le moment de vous y mettre. Il y a déjà des experts dans le domaine. C'est suffisant. Nous devons juste suivre les instructions. Si vous voulez vous lancer dans des études sur le sujet, vous pouvez le faire plus tard. Une fois passée cette phase virale dans le monde, votre intérêt ne porte probablement pas sur la virologie. Tout ce qui est viral, vous en faites partie. C'est exactement ce que distanciation sociale veut dire, que l'on ne rend rien viral. C'est très important. Eh bien, ça fait des dégâts. Je pense qu'au cours des dernières 24 heures, quasiment 3000 personnes ont été victimes du virus à travers le monde. En particulier en Espagne, aux États-Unis, ça commence à prendre de l'ampleur. En Grande-Bretagne, un premier ministre, un prince, un ministre des Finances de l'un des États allemands s'est suicidé, incapable de gérer le stress lié à ce qui se passait autour de lui. Eh bien, ça c'est le tableau sombre. Mais ce n'est pas comme ça que ça devrait arriver. Ça devrait venir d'une action humaine consciente.
Mais le monde est plus silencieux, plus calme, toutes les machines sont arrêtées. Les êtres humains commencent à se demander quel est le sens de tout ça? Après quoi est-ce qu'on courait? Toutes ces questions apparaissent, ce qui est très bien. Je suis sûr que toutes les autres créatures sont heureuses. Je peux voir que dans beaucoup d'endroits, il y a des animaux dans la rue, des animaux sauvages. Ils commencent à penser que vous avez disparu et que le monde est de nouveau... Ils se disent « Let's make the planet great again ». Refaisons de la planète un endroit super. Le virus humain a l'air d'avoir disparu. Le virus vit de façon si virulente qu'il endommage l'hôte qui l'abrite. Ce n'est pas très éloigné de ce que fait l'homme. La planète qui nous abrite, nous sommes littéralement une vie virulente. Donc, pas seulement le virus, je parle des plus gros animaux, les mammifères, les reptiles, les oiseaux. Ils se réunissent tous et se disent « Let's make the planet great again ». Ce n'est pas pour minimiser la souffrance des gens, mais lorsqu'il n'y avait pas de confinement, ce n'est pas que les gens ne souffraient pas. Toutes les 4 minutes, il y avait une fracture sur la route, quelqu'un se cassait quelque chose. Toutes les 12 minutes, quelqu'un perdait un membre. Personne n'a perdu un membre. Je suis sûr qu'il y a un minimum de fractures. Parce que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant de fractures qu'au XXe et au XXIe siècle. Simplement parce que nous nous déplaçons à une vitesse plus élevée que celle pour laquelle le corps est conçu. Donc les plus petites collisions, tout casse. Donc, nous y voilà. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, ce que la vie nous envoie n'est pas toujours votre choix. Ce que vous en faites est entièrement votre choix. C'est ce choix qu'il nous faut exercer en ce moment et tirer le meilleur parti de ce que la vie nous a envoyé. Parce que les gens qui se plaignent aussi d'aller au travail. Maintenant qu'ils sont chez eux, maintenant ils se plaignent de ça aussi. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Quand vous allez travailler, vous y allez joyeusement. Quand vous ne pouvez pas aller travailler, restez assis chez vous joyeusement. C'est très important. Parce que si l'on peut, ou si vous pouvez, changer la qualité du monde autour de vous, c'est fantastique. Si vous n'êtes pas capable de le faire, au moins ce fragment de vie, sur cette planète, au moins cette petite partie de la planète, vous devez en prendre soin. Ça, c'est définitivement votre affaire. Mais si vous êtes un peu plus inclusif, vous essayez de rendre belles quelques vies de plus, de rendre belles quelques situations de plus, selon ses capacités, on le fait, c'est bien. Mais ce qui est fondamental, c'est de s'assurer que celui-ci reste merveilleux, c'est très important. Donc à l'heure actuelle, tout ce qui s'est passé pour tout un tas de gens, c'est que lorsqu'ils allaient travailler, ils étaient tous les jours irrités et tracassés. Et ils disaient toujours que c'est à cause du travail, les demandes du travail. Le patron est horrible, les embouteillages sont horribles. On a fait disparaître toutes ces choses horribles. Maintenant, vous êtes à la maison, home sweet home.
Maintenant, les gens disent, on veut sortir, on ne peut plus rester là. C'est quelque chose qui se développe, ce n'est que le 4e jour, déjà ça se développe. Donc, ce n'est pas que votre maison a un problème, ce n'est pas non plus que votre bureau avait un problème. C'est juste que, sans stabiliser celui-ci, vous essayez de faire toutes sortes de choses dans le monde. Donc, quoi que vous fassiez, vous avez l'impression d'être en guerre. Rien que pour gagner leur vie. Tout un tas de gens se sentent comme dans une zone de guerre. Si vous les envoyez à la guerre, que va-t-il se passer? Donc, les gens parlent de temps difficiles. Voyez, l'incertitude est la nature de la vie. Si vous n'apprenez pas à danser sur les incertitudes de la vie, vous ne vivrez jamais de façon joyeuse et exubérante. D'un instant à l'autre, tout est différent. La plupart des gens ne le remarquent peut-être pas, simplement parce qu'ils ne vivent pas dans ce monde. Ils vivent dans le bloc de béton de leur propre mental. Et la seule chose que les gens essaient de faire dans leur mental, essentiellement, c'est d'apporter des certitudes à la vie. La nature même de l'existence, c'est qu'elle est sans cesse changeante et elle est incertaine. Mais vous essayez de la rendre certaine. Donc, essentiellement, vous invitez la mort dans votre vie. Par étapes, bien sûr. Parce que vous n'avez pas le courage de juste l'inviter à fond, d'un coup. Eh bien, tout le monde le sait. Laissez-moi vous le rappeler. Lorsque vous aviez 5 ou 6 ans, vous étiez définitivement une vie joyeuse et exubérante. Lentement, votre rigor mortis s'installe. Votre vitalité diminue. La vitalité ne peut pas diminuer avec le temps. Oh, c'est l'âge. Non, non, avec l'âge, votre vitalité ne va pas diminuer. L'agilité pourrait diminuer. L'agilité physique pourrait diminuer. La vitalité ne va pas diminuer. La vitalité diminue parce que vous essayez de créer de la certitude dans la vie, alors que la nature de la vie est l'incertitude. La seule chose qui soit certaine à propos de votre vie, c'est la mort. Plus vous imaginez les choses certaines dans votre mental, plus vous perdez en vitalité. C'est clairement visible. Sur plus de 90% des visages de la planète, c'est clairement visible. Ils invitent la mort par étapes. Ils l'invitent, parce que la mort est certaine. Et la mort est très sûre. Parce qu'une fois que vous êtes mort, il ne vous arrive rien. Tout un tas de gens arrivent et leur demandent c'est « Sadhguru, bénissez-nous s'il vous plaît, qu'il ne nous arrive rien ». Qu'est-ce que c'est que cette bénédiction? C'est la bénédiction de la mort, il n'y a que dans la mort qu'il ne va rien arriver. Si vous êtes en vie, tout peut arriver. Ma bénédiction, c'est laisser tout ce qui est vie vous arriver. Parce que si ça n'a pas lieu maintenant, alors quand? Quand est-ce que ça va avoir lieu? Le fait que ça puisse arriver ailleurs est entré dans la tête des gens, parce que les religions du monde ont créé cela. À mon avis, le plus grand crime qui a été commis contre l'humanité est l'idée du paradis. Cette seule idée qu'il y a un meilleur endroit pour vivre que celui-ci a causé tant de dégâts à la façon dont les gens vivent ici. Si nous existons ici avec aussi peu de scrupules, c'est uniquement parce qu'il y a un meilleur endroit où aller. Si vous êtes sûr de cela, à vrai dire, vous devriez passer à la suite dès aujourd'hui. Toute cette distanciation sociale, ce confinement, tout ce que ça veut dire, c'est on ne veut pas y aller.
Comprenons cela. On ne veut pas y aller. Parce que personne n'y est allé, en est revenu et nous a dit, il y a un endroit comme ça. Ça vous a été vendu sous la forme d'une idée, c'est une idée absolument désastreuse et une idée criminelle, qu'il y a un meilleur endroit que celui-ci ailleurs. Ceci est l'endroit. Si vous faites tout ce que vous faites avec une implication absolue et volontairement, ceci est votre paradis. Si vous faites tout ce que vous faites avec de la résistance et un manque d'implication, ceci va à coup sûr vous sembler être un enfer. Pas à cause de quelqu'un d'autre, pas à cause du virus. Je viens d'énumérer quelques-unes des dimensions positives de ce virus. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Si j'en cite trop, ceux qui souffrent du confinement vont se sentir très insultés. Donc j'essaie d'éviter ça. Pour le moment, ça ne sert à rien, parce qu'ils souffrent de leur maison. Home sweet home. Sans cesse, les gens parlaient de ceux qu'ils aimaient. En 4 jours, tant de frustration avec ceux qu'ils aiment. Bon courage. Donc la seule façon dont vous êtes capable d'exister, c'est sans prêter attention à quoi que ce soit, vous ne faites que bouger en permanence. Dans ce cas, vous semblez aller bien, parce que vous êtes préoccupé par quelque chose, vous semblez aller bien. Maintenant, c'est le bon moment pour vous asseoir et explorer les divers niveaux de folie que vous avez et les travailler. Lorsque je dis les travailler, je ne parle pas de processus psychiatrique, simplement ceci. Ce dont vous souffrez, c'est uniquement de votre drame psychologique, votre... Et vous devez juste réaliser que votre film dramatique est un film très mal réalisé. Si vous en souffrez, à coup sûr, tout le monde autour de vous en souffre aussi. Si votre film est mal réalisé, il n'y a que vous qui puissiez en faire un bon film, un film agréable. Ce qui a lieu dans votre mental est uniquement votre film. Vous devez juste devenir un meilleur réalisateur pour que votre film se déroule à votre façon. Le film du monde ne va peut-être pas se dérouler à votre façon, il est plus grand que vous, mais au moins ce qui a lieu dans votre tête doit se dérouler à votre façon. Donc c'est le bon moment pour prendre cela en main. De nombreux instruments sont disponibles, et en ce moment, beaucoup de choses sont faites dans tout le pays, par le gouvernement, par les diverses agences par-dessus tout, par les professionnels de santé, la police, les forces armées. En mettant leur propre vie en danger, ils font beaucoup de choses. Ne commencez pas à faire tourner votre propre petit drame assis chez vous. Essayez simplement de voir comment agir d'une certaine façon dans le monde, sans sortir de chez vous, en restant à distance des gens. De quelle façon vous pouvez contribuer? Vous pouvez faire cela. De toute façon, comme vous ne brûlez pas les calories, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça se dit, comme vous ne brûlez pas les calories, vous pouvez réduire le nombre de calories que vous consommez. Et si vous sautez un repas, vous pouvez au moins donner cette somme pour quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas de revenus aujourd'hui, parce qu'il y a tant de gens qui sont tombés dans ces failles. Bien que des mesures économiques de grande ampleur aient été dévoilées par le gouvernement, il y a encore des catégories de gens qui ne sont pas aidés par quoi que ce soit et qui tombent dans les failles. Vous pouvez contribuer à les aider. Vous aurez le plaisir de constater que vous avez retrouvé la forme et aussi la joie d'avoir aidé quelqu'un. Faites quelque chose, ne restez pas assis à vous plaindre de tout, d'accord? Si vous vous plaignez de ces 3 semaines, alors les 3 prochaines années, vous devez travailler sans un seul week-end, parce que vous avez l'air de tellement aimer votre travail.
que vous devez travailler sans pause, soit l'un, soit l'autre. Si vous souffrez des deux, que faire? Vous ne souffrez pas de votre travail, vous ne souffrez pas de la pause, vous souffrez de la nature de votre propre mental. Il est temps de corriger ça. Des questions? Sadhguru, la première question vient des alumni de Isha Insight à Bangalore. Namaskaram Sadhguru. Je suis entrepreneur à Bangalore. Le défi auquel moi et d'autres chefs d'entreprise sommes confrontés, c'est comment préserver l'entreprise sans causer des dégâts sur le plan humain. Tout ce que l'on fait pour préserver ou protéger l'entreprise a un impact négatif sur les gens, que ce soit les employés, les clients ou les vendeurs. Comment gérer cette situation? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, et comme tout le monde le dit dans le monde, l'économie va être touchée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les individus, les entreprises, les petites entreprises, les grandes entreprises, les institutions. Dans le cadre du travail, dans lequel nous nous engageons aux côtés du gouvernement régional, cela nous coûte beaucoup d'argent. Eh bien, nous allons devoir nous lancer dans une campagne de levée de fonds, parce que tous les revenus se sont arrêtés et les dépenses ont augmenté, parce que nous nous sommes engagés dans diverses activités avec le gouvernement régional. Si la propagation devient difficile à contrôler, nos dépenses vont augmenter, encore bien davantage. Donc, le monde des affaires de Bangalore doit voir comment lever des fonds pour nous, parce qu'il y a des choses à faire, pour arrêter de penser à des choses que vous ne pouvez pas faire pour le moment. Pour le moment, il y a un confinement. En fonction du type d'entreprise, certains d'entre vous fonctionnent peut-être à un niveau minimum. Beaucoup d'autres ont peut-être simplement tout fermé. Peu importe ce que vous avez dû faire. En 3 semaines, les entreprises ne vont pas toutes mourir. N'exagérez pas cela. Et par-dessus tout un tas de choses, l'impact économique négatif est davantage causé par les sentiments humains que par la réalité. 3 semaines sans affaires ne vont pas tuer toutes les entreprises du monde, ce n'est pas vrai. Ce sont les sentiments, la peur qui provoquent cela. Patientez simplement. Il ne va rien se passer en 3 semaines. Des entreprises construites pendant des années ne vont pas juste s'effondrer et disparaître en 3 semaines. Ce n'est pas le cas. C'est la panique qui pourrait provoquer cela. Donc, je ne suis pas là pour vous conseiller sur la façon de gérer votre entreprise, parce que, en fonction de la nature de votre entreprise et de la nature du travail des gens, que ça puisse être fait depuis chez soi ou qu'il faille être présent sur le terrain, on ne sait pas. Mais on essaie d'encourager l'activité agricole parce que si les agriculteurs ne font pas ce qu'ils doivent faire à la saison qui précède la mousson, la nation pourrait en pâtir toute l'année. Donc, ils doivent le faire parce que, de toute façon, il y a une distance entre les gens dans les activités agricoles. Il y a toujours une distance de manière générale. Mais il faut leur faire prendre conscience de consciemment maintenir une distance. Donc, selon la nature de votre entreprise, vous devriez agir. Mais plus que tout, à l'heure actuelle, pendant ces 3 semaines, la meilleure chose à faire est de suivre les directives du gouvernement et de voir comment vous pouvez faire une différence où que vous viviez, où que vous soyez. Si vous ne savez pas comment faire, il y a des organisations comme Isha et bien d'autres, il y a le fonds du Premier ministre, diverses choses auxquelles vous pouvez contribuer pour faire en sorte que quelque chose ait lieu. Cela dit, le coût économique pourrait être élevé pour beaucoup de gens. Il le sera pour la nation, pour l'économie mondiale et pour les budgets individuels. Ça va faire un coût. Nous devons le supporter. Mais le plus important, comme je l'ai répété à maintes reprises, c'est que les gens de Bangalore restent en vie. Rester en vie est la chose la plus importante à l'heure actuelle. Eh bien, une chose positive dans tout ça, c'est que si vous regardez le nombre de gens
qui meurent par rapport au nombre de gens infectés, ce n'est pas une situation qui échappe à tout contrôle. Les grippes ont, à vrai dire, tué plus de gens. En 2017, 2018, avec la grippe aux États-Unis, 44 millions de personnes ont été infectées. Plus de 60 000 personnes sont mortes, parmi lesquelles plus de 50 000 avaient plus de 75 ans. Lorsqu'on voit ça, ces épisodes de grippe qui ont lieu chaque année fonctionnent à peu près comme le corona. Mais ce corona ne respecte pas les frontières nationales et il se répand partout dans le monde. Mais autrement, dans les pays, de telles choses se sont souvent répétées et il y a eu beaucoup plus de morts que ça. Maintenant, tout un tas de gens se rétablissent et ils s'en sortent. Ça ne veut pas dire que l'on doit baisser la garde. Il est important que l'on maintienne ce confinement, cette distanciation sociale, cette autodiscipline, et que l'on maintienne une distance entre nous. Ceci doit continuer. Mais ne dressez pas un tableau si noir dans votre mental. 3 semaines de pause, les entreprises devraient repartir avec une énergie renouvelée. Parce que vous vous êtes reposé pendant 3 semaines. Le repos est la base de toute activité. Vos machines sont reposées, vos hommes et vos femmes sont reposés. Reposez aussi un peu votre cerveau. Et quand vous sortirez de là 3 semaines plus tard, eh bien, on peut tout remettre sur les rails, c'est possible. Nous nous sommes sortis de toutes sortes de situations. Ceci ne va en rien mettre fin au monde, mais gérer cela de façon responsable, limiter les décès dans chaque société est la chose la plus importante. Donc avant tout, vous vous engagez à ne pas mourir et vous vous engagez à ce que les gens autour de vous, ceux que vous connaissez et que vous pouvez voir, ne meurent pas. Si tout le monde fait ça, nous allons traverser ces 3, 4 semaines, 5 semaines, peu importe. Nous allons les traverser. Nous serons rétablis, les entreprises seront rétablies, l'économie sera rétablie. On sera peut-être juste un peu en retard. Être derrière quelqu'un, n'en faites pas toute une histoire. Il y a ce qui s'appelle l'aspiration. Quand vous savez, quand les gens font des courses de moto ou même de voitures, si vous vous rapprochez suffisamment du véhicule de devant, vous êtes aspiré parce qu'il crée une certaine quantité de vide. Avec moins d'énergie, vous pouvez aller aussi vite que lui parce qu'il vous aspire. C'est de la simple aérodynamique. Donc, être derrière quelqu'un, ce n'est pas une si mauvaise chose pour un certain temps. Pas de problème. Ne soyez pas aussi crispé à l'idée que quelqu'un puisse être devant vous dans 3 semaines, ça n'a pas d'importance. Restez en vie, sortir de là en bonne santé et veillez à ce que ce soit le cas aussi pour votre entreprise et aussi pour le pays, est la chose la plus importante. Donc faisons en sorte que cela ait lieu. Pas assez de temps pour une question de plus, je crois. Ok. Sadhguru, la question suivante vient de Roshni. Namaskaram Sadhguru. J'ai toujours pensé que je pouvais passer toute ma vie à me gaver de séries sur Netflix. Mais au cours de ces derniers jours de confinement, je suis totalement lassé de tout ce qu'il y a sur Internet. Je vous ai entendu dire... Ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir. Je ne savais pas qu'il fallait 4 jours pour s'en lasser. Je vous ai entendu dire dans l'une de vos conférences que l'ennui n'est pas existentiel. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'éclairer là-dessus et me dire comment gérer l'ennui? Puisque vous êtes un fan de Netflix, et que ce sont des espèces
de séries sans fin. Nous aussi, nous allons traiter cette question sous la forme d'une série. Le prochain épisode est demain. Ra